Le Tour d'Italie est le premier des trois grands à avoir annoncé son parcours. Pour peu que vous vous intéressiez à l'actualité cycliste, je suppose que les grandes lignes de cette 106e édition ne vous ont pas échappé. Entre les 70 km de contre-la-montre et quelques arrivées au sommet qui risquent de façonner un classement général souvent indécis sur la course italienne, encore une fois, peu de doute quant à la capacité du Tour national à faire briller son patrimoine naturel et culturel au long de 3 semaines de compétition intense qui ont pris l'habitude de se proposer en terrain de jeu de ceux qui osent faire du Tour de France un objectif secondaire ou pire encore, de l'ignorer tant il aspire les enjeux médiatico-sportifs d'un calendrier cycliste surchargé. Des tifosi endiablés aux citadelles pavées en passant par les cimes alpines encore enneigées, le Giro n'est pas une sous-course ou encore moins une course de préparation. Quiconque prétend endosser la tunique rose ou à minima briller sur quelques étapes se voit indéniablement en possession d'une dette sur son état de forme qu'il paiera sans s'y soustraire un peu plus tard dans la saison. Participer au Giro est donc un choix à sous-peser dans la balance des gains et des pertes. Et ne nous y trompons pas, lorsque l'on se place de l'autre côté du miroir, du côté de l'organisation, il est évident qu'aucun choix de parcours pour une course d'une telle envergure n'est entièrement anodin. Le Giro est un produit d'entreprise et répond indéniablement à des logiques de marché qui le façonnent. Et le Tour d'Italie est un cas d'école sur lequel j'aimerais revenir avec vous. Pour ce qui est du côté sportif et l'analyse plus poussée du parcours, nous aurons le temps d'y revenir et de mettre tout cela en relief par rapport aux forces en présence qui se présenteront pour cette 106e édition. D'ailleurs, de ces forces en présence, ces engagés, il y en a un qui centralise les intérêts principaux. Il secoue la tête, il n'y croit pas. Remco Evenepoel, passé pro à 18 ans, annoncé comme le futur grand du cyclisme belge. Peut-être un peu vite comme le futur Eddy Merckx. Et bien il remporte aujourd'hui Liège-Bastogne-Liège. 11 ans que la Belgique attendait ça. Et c'est Remco Evenepoel, annoncé comme le Messi, le prodige belge. Depuis pas mal d'années maintenant, il n'a que 22 ans. Et il ajoute une nouvelle ligne glorieuse à son palmarès, la plus belle peut-être, le titre de champion du monde. Remco Evenepoel, vainqueur cette année de Liège-Bastogne-Liège, de la Classica San Sebastian, d'une Vuelta et du championnat du monde. Oui, Evenepoel est une star de son sport. Alors oui, ces dernières années, on en a vu défiler des stars, des phénomènes, des prodiges, des révélations, des futurs Eddy Merckx, ou bien encore de superlatifs dont l'usage pourrait faire l'objet d'une future vidéo. Mais derrière tous ces termes et ces coureurs, qu'est-ce que l'on retient ? Ces garçons ont une aura, un pouvoir particulier sur les foules dont ils parviennent à stimuler l'attention pour les maintenir en éveil face à leurs exploits. Et ça, vous me voyez venir, c'est une ressource ô combien importante pour une course qui se voudrait ambitieuse sur le plan sportif, mais c'est également plus largement sur le plan médiatique et financier. Alors oui, au travers de mon travail sur cette chaîne, je me suis évertué à vous inciter à porter votre regard plus au loin sur la course cycliste, à tenter d'apprécier les propositions de valeur des compétitions plus modestes, tant pour leurs aspects intrinsèquement propres à la compétition, qui n'a pas à rougir du manque d'enjeux relatifs, ou bien encore parce qu'elles échappent plus facilement à la mise en valeur excessive d'épiphénomènes. Alors, sans me placer en évangile d'une bonne façon de regarder le vélo, il est indéniable que mes propos sont à la marge, ou du moins partagés par une sphère de suiveurs de la course cycliste peu ou pas prise en compte dans le calcul de ceux considérés comme le grand public qu'il faut attirer, la sacro-sainte audience. Le Tour d'Espagne 2022 a été un succès. Sur le plan sportif peut-être, mais bien plus assurément sur le plan médiatique. Il est intéressant de remarquer que cette édition voit tout de même une baisse de sa part d'audience de 11% par rapport à l'année précédente sur son territoire national. Les 2 victoires d'étapes ibériques et les places sur le podium d'Enric Mas et de Juan Ayuso n'ont sans doute pas suffi à convaincre les Espagnols que Remco Evenepoel avait une chance de chuter de son trône sur lequel il s'était installé depuis la 6e étape. En revanche, sur l'ensemble du paysage audiovisuel européen sur lequel est diffusée la course, on constate une hausse de 60% du nombre de téléspectateurs. Bon, entendons-nous bien là-dessus, je ne sais quelle modalité de calcul a bien pu être prise en compte dans ces résultats que je vous distille. Je ne sais non plus quelles ont été les différentes stratégies éditoriales ou promotionnelles qui ont accompagné la diffusion du Tour d'Espagne en Europe. Je ne peux encore moins affirmer que l'évolution de ces résultats puisse entièrement être due à l'influence d'un Evenepoel sur la masse des suiveurs de la course cycliste. En revanche, ce que je peux affirmer avec verve, c'est qu'une étude de réception et des facteurs d'influence sur les comportements demande du temps, des moyens financiers et humains considérables qui dépassent la simple métrique d'audience, pour des résultats qui dépendraient, de toute façon, de contextes aussi différents qu'il pourrait y avoir de situations de communication. Alors, je vous rassure, je ne suis pas revenu vous bassiner avec mes considérations pour les sciences de l'information et de la communication. Simplement, ce que je veux présenter ici pourrait se résumer comme ceci. Bon, prenons l'exemple,
encore une fois, du Tour de France. La course, organisée par Amaury Sport Organisation, a lieu principalement au mois de juillet sur 3 semaines. Simplifions notre frise sur une année. Au mois de janvier, ASO vend les droits de diffusion du Tour au groupe France Télévisions, qui en détient également les droits de production. France Télévisions verse alors une coquette somme à ASO pour les remercier de ce joli cadeau. Bon, ça y est, ASO a un premier budget. Ils ont alors 7 mois pour chapeauter l'organisation du Tour de France. Pendant la durée de l'épreuve, 22 équipes composées d'environ 30 personnes, auxquelles il faut ajouter 8 coureurs, devront être logés puis déplacés. Ajoutons également à ça l'ensemble des officiels, partenaires ou autres membres de l'organisation. Une immense logistique qui a bien évidemment un coût considérable. Voilà notre cher ASO dans le rouge. C'est la banqueroute, il faut réagir. Alors, le Tour de France, vous l'aurez remarqué, c'est aussi le bal des sponsors, maillots distinctifs, caravanes publicitaires, éléments de mobilier urbain, tout y passe pour tenter d'acquérir une part des retombées médiatiques du Tour. Ouf, on est sauvé, ASO peut désormais voir venir avec cet argent en poche. Alors on y va en grande pompe, événements promotionnels, galas, déplacements officiels, nouveaux podiums, nouvelles voitures de course, etc., etc. La fête doit être belle, la fête doit être folle. Bon, on n'est pas trop mal pour le budget, mais il reste encore à payer les salaires, les charges en tout genre, ou même encore les primes pour les coureurs. Mince, il va falloir trouver un moyen de renflouer les caisses. Alors, ASO va voir le maire de Clermont-Ferrand et exige que pour le départ de la 14e étape, chez lui, la municipalité devra faire un chèque. Et on fait ça dans toutes les villes-étapes. Et nous voilà cette fois-ci avec une balance budgétaire excédentaire. Quelle réussite! Bon, comme je ne suis pas spécialiste en comptabilité, vous êtes prié de ne pas prendre tous ces chiffres énoncés comme argent comptant. Et ASO, si vous passez par là, je ne vous diffame pas, on illustre. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Vous l'aurez compris, quand on parle d'économie médiatique, de rentabilité de placement publicitaire, toutes ces relations entre les différentes parties prenantes sont régies par une chose, la promesse. La promesse que la course saura être un vecteur suffisamment puissant pour que les dépenses d'hier puissent être les réussites financières de demain. Si France Télévisions accepte de payer les droits de diffusion du Tour, c'est qu'ils savent que l'investissement en vaut la chandelle, parce qu'ils pourront en revendre les images, mais aussi parce qu'ils s'immiscent un peu plus dans le quotidien des Français à une période aussi fortement iconisée que l'été. Si Utrecht, ville hollandaise, accepte de débourser 4 millions d'euros pour accueillir le grand départ du Tour 2015, c'est qu'ils savent que la ville bénéficiera de retombées économiques sans précédent, avant, pendant et après le départ de la course. Si LCL accepte d'apposer son nom sur le puissant maillot jaune, c'est qu'ils savent qu'il sera pendant un temps le jaune le plus vu de la planète et qu'il ancrera un peu plus dans les représentations la marque comme celle accompagnant les vainqueurs. Tout ça, c'est parce que le Tour de France est une puissante marque à l'imaginaire solide en mesure de faire la promesse à tous que les 3 semaines de Tour sont une vitrine sans précédent ouverte sur un magasin aussi hétéroclite que rentable. Et pourtant, malgré ces belles promesses, les organisateurs ont une épine dans le pied, les coureurs. Parce qu'une course cycliste d'un Giro à une Vuelta en passant par un Tour de Lombardie a bien évidemment une histoire, un patrimoine immatériel présent avec intensité diverse dans l'esprit des suiveurs. Pourtant, peu de ces courses parviennent à se rendre indépendants des coureurs qui en façonnent le palmarès ou les anecdotes. Alors oui, on peut en appeler à un certain romantisme de l'épreuve cycliste. D'ailleurs, pour bon nombre des mordus de la Petite Reine, les souvenirs sont souvent aussi forts lorsqu'ils en concernent les à côté. Les longues heures à attendre le passage du peloton sous la tonnelle du camping-car ou le verre de pulque au citron bu à 16h15 tout l'été devant le Tour sont des exemples qui peuvent relier l'émotion à l'appréciation de la course cycliste. Mais pour que cette course existe, vous serez d'accord avec moi, on ne peut se soustraire à la mobilisation des coureurs. Et en réalité, tout mon laïus avait pour but d'en arriver à ce point. Nulle promesse d'un Tour de France grandiose sans les Anquetil, Poulidor, Merckx, Indurain, Armstrong ou Alaphilippe. Nulle promesse d'une Vuelta flamboyante sans les Delgado, Heras, Contador ou Valverde. Nulle promesse d'un Giro passionnant sans les Bartali, Coppi, Simoni, Basso ou Cunego. Et à l'évocation de tous ces noms, je suis certain que la plupart d'entre vous chercheront à en compléter la liste. Ou bien encore que vous vous demanderez comment j'ai osé parler du paria Lance Armstrong. Eh bien, parce que de Merckx à Armstrong, en passant par Cunego, tous ont eu le mérite d'amener des spectateurs de générations diverses à passer de longues heures sur un canapé ou au bord des routes, à parler de la course cycliste, à la remettre en question, à la refaire dans les esprits ou sur les jeux. Tous ont été, un jour, facteurs d'influence de notre appréciation de la compétition cycliste, et, pour allier le sujet de cette vidéo, en ont modelé la course et le parcours. Remco Evenepoel est une star, il participe à créer des imaginaires et des passions débordantes dans l'esprit de millions de spectateurs de tout âge, de toutes conditions. Sa participation au Giro serait, à n'en pas douter, une mine d'or pour l'exploitant du Grand Tour italien. Alors, comment le convaincre ?
Si l'expérience de la prime, un temps fantasmé pour Froome en 2018, lorsqu'il était au cœur de la tempête, a montré qu'elle pouvait être un bien mauvais outil, il reste une solution. Pour aider le coureur dans l'arbitrage entre le Tour d'Italie et le Tour de France, il faut un parcours qui convienne pour le mieux aux aptitudes du nouveau champion du monde. Remco Evenepoel fait partie de cette caste de coureurs qui savent tout faire. Ses aptitudes de puncher ne font plus aucun doute après ses nombreuses victoires sur des classiques de renom. Les doutes que l'on pouvait avoir quant à ses capacités à gérer la haute montagne ont été balayés par ses prestations au Tour d'Espagne. Et que dire du contre-la-montre, discipline d'esthète qu'il maîtrise à la perfection. Que faut-il alors à un coureur capable de suivre le rythme des meilleurs grimpeurs et de leur reprendre du temps sur l'exercice chronométré? La solution est plutôt évidente, un grand tour qui pourrait se jouer à coups de secondes sur le contre-la-montre. Interrogé sur sa participation au Grand Tour, Evenepoel disait alors ceci. Ça va être la même chose pour le Tour ou pour les prochains grands tours. Je pense qu'on a resté calme, on doit bien regarder les parcours aussi, les kilomètres de chrono. Et puis, après qu'on a vu les parcours et tous les aspects, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut décider quel grand tour on fait. Alors, la balle est dans son camp. Aller à Jacta Est pour le Giro 2023 qui s'achèvera à Rome. Mais pour conclure cette vidéo, il me tient à cœur de voir ce que cette actualité révèle du sport cycliste. En premier lieu, la pression quasi tangible qui s'accroche au tout nouveau maillot arc-en-ciel, comme à tous ceux que les acteurs médiatiques et le public proclament comme des superstars de leur sport. Enfin, je ne peux cacher un certain remords à voir ce Giro, cette course que j'aime tant, faire des courbettes aux coureurs pour tenter de survivre dans un paysage cycliste professionnel vampirisé par le Tour de France.